Bienvenue et bonjour. Je pense que la plupart d'entre vous me connaissez, sinon c'est parce que vous ne regardez pas la télé, vous n'écoutez pas la radio, parce que c'est ces temps-ci. Et surtout aujourd'hui, il faut lire la presse de ce matin où ma photo est associée au mot collusion. On se croirait de retour à la commission Charbonneau. Mais faites-vous-en pas, le lien entre Darvaux et la collusion est traité de façon très positive par la journaliste d'enquête de la presse. Ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil là-dessus. Maintenant, parlons de ce qui nous occupe pour aujourd'hui. Sous ma photo, vous voyez qu'on dit une relève financièrement avantageuse, mais on va parler aussi des aspects humains parce que la relève d'entreprise, que ce soit dans notre industrie ou dans n'importe quelle autre, il faut que ça soit financièrement avantageux pour les deux parties, celui ou celle qui vend, celui ou celle qui achète, mais aussi, il ne faut pas que ça laisse trop de dommages collatéraux une fois que la transaction elle est complétée. Et puis, Dieu sait qu'il y a bien des familles qui passent des mauvais Noëls en amont ou en aval à la relève. Alors, on a des gens ici qui vont nous parler de chiffres, mais aussi des âmes autour de. Maintenant, je vous présente les gens qui vont intervenir dans l'ordre et dans le désordre parce que le chaos, le débat, c'est très important. Il ne faut pas que ça vire comme le débat des chefs puis qu'on ne s'entende pas. Mais je pense qu'il va y avoir des opinions différentes. Parce que s'il n'y en avait pas, bien justement, on n'aurait pas d'avocat parce que tout serait clair. Et c'est pour ça que souvent, il y a un avocat de la défense, un autre qui est en face, parce qu'on interprète. Mais c'est vrai pour les chiffres aussi. 2 plus 2 ne font pas toujours 4. Bon, la première que je vous présente, c'est Audrey Gibault. Vous voyez, avocate avec plusieurs lettres à côté de son nom. Puis elle est pour la firme d'avocats qui s'appelle Lavery. Bonjour Audrey. Bonjour à tous. Voilà, le test de son est fait. On a Éric Dufour, qui est vice-président associé, lui aussi avec plusieurs lettres après son nom. Il est chez Raymond Chabot Grant Thornton. Bonjour Éric. Bonjour à vous tous. Le son marche, c'est bon. On va voir avec Stéphane. On va checker le son tout de suite, Stéphane. Bonjour. Hey, c'est incroyable. Ça nous a pris 2 ans et demi pour devenir bon en Zoom. Il est directeur principal spécialiste en transfert d'entreprise à la Banque nationale. La dernière que je vous présente, elle va vous donner le mot de la fin. En fait, c'est elle grâce à qui tout ça est possible puisqu'elle est la directrice des partenariats à l'ACMAT. Elle est coordonnatrice des projets de relève que vous pouvez avoir comme membre. Elle est le lien avec les experts que je viens de vous présenter. Elle s'appelle aussi Audrey, ce n'est pas une faute. On en a 2, Audrey Dagenet. Et puis, elle est depuis peu maintenant diplômée comme courtière immobilière pour le secteur commercial industriel et non seulement pour le résidentiel. Elle nous dira un mot à la toute fin. Alors, entrons dans le débat. Vous voyez, le temps passe vite, hein? Ça s'écoule super rapidement. Et puis, on a le goût de vous interpeller pour vous dire commencez là pas votre transfert, mais votre plan de relève parce que c'est long. Et j'ai le goût de poser la première question à Éric Dufour. Pourquoi ça devrait prendre 3 et 5 ans? Ça m'apparaît une éternité. Écoutez, ce qui est important, c'est que les modèles de management changent, surtout depuis les derniers événements, les dernières années. Les modèles d'affaires évoluent quand on pense à tous les défis des approvisionnements, des chaînes d'approvisionnement, les comportements des humains, de nos ressources, le défi de la main-d'œuvre, etc. Donc, il est recommandé de prendre bien le temps, de mettre en place un plan de relève et surtout faire une intégration progressive à l'actionnariat. De ce fait, à ce moment-là, on a plus de chances de transférer l'expertise des cédants et aussi de gérer le deuil de nos entrepreneurs québécois qui se sont impliqués toute leur vie dans le québéking. Donc, le 3 à 5 ans permet de faire une bonne photo au départ pour s'assurer de satisfaire la valorisation du patrimoine, mais en même temps, prendre le temps de faire un bon transfert de compétences, un bon transfert de direction. J'ai l'impression, Éric, si tu me permets, qu'il y a des points qui vont être précisés par toi, par Audrey et par Stéphane au cours de la prochaine heure, qui vont nous montrer qu'avec les dernières règles suivant un changement législatif, c'est encore plus important si on veut avoir toutes les chances
de bénéficier de l'exonération du gain en capital, de se préparer, en tout cas au moins sur un 2 ans solide pour pas être pris de court. Mais je suis sûr que vous allez soit compléter ce que je dis ou me corriger si jamais je suis dans le champ. On va avancer pour vous partager quelques données. D'abord, à droite, on peut lire que les entreprises au Québec sont très généralement encore des compagnies familiales et on a souvent l'impression que c'est vrai pour le retail, pour le détail, mais c'est pas moins vrai pour les usines. Alors, nous autres, on en a 200 usines qui sont membres de notre association. Puis on a déjà fait cette enquête-là et on arrivait effectivement à ce chiffre-là que c'était à peu près, disons, de l'ordre de 66 donc 2 sur 3, peut-être pas 3 sur 4, mais 2 sur 3 compagnies manufacturières étaient aussi, il y avait aussi 2 générations ou plus d'impliqués et qui se dirigeaient éventuellement vers un transfert qui impliquait peut-être des fois des employés clés, des partenaires, des financiers passifs, mais souvent le garçon ou la fille ou plusieurs. Et puis du côté des commerces de détail, les quincailleries, les centres de rénovation, bien là, on dépasse 3 sur 4, là, on est vraiment à 80 Puis à gauche de votre écran, vous voyez qu'il y a un spectre très diversifié des tailles d'entreprise parce que dans les clichés, on pense qu'une compagnie familiale, c'est nécessairement petit. Bien, il y a des empires familiaux aussi. Alors, on voit par les traits de couleur, si on prend le bleu et puis on additionne au vert, on est dans des compagnies qui ont 10 millions et plus là, de chiffre d'affaires, bien, on parle déjà de plus du tiers. On va changer de statistique et de diapositive. Un jour, il faudra réinventer le mot diapositive. Hein? Pour partager ensemble une autre donnée qui est intéressante, c'est-à-dire l'âge des propriétaires d'entreprise. Donc, 2 sur 3, 65 on va dire, ont plus de 50 ans. Et on voit qu'en rouge, là, les entreprises qui sont propriétés de tout jeunes, 18 à 24 ans, ben, il n'y en a pas. En fait, c'est 1 Alors, c'est ceci aussi qui nous amène à parler de relève, c'est que la plupart des chefs d'entreprise sont encore quand même relativement âgés. On va avancer dans la présentation. Les 3/4 des entreprises n'ont pas de plan de relève. En tout cas, pas de plan formel. Alors, si on regarde le tableau à gauche, on voit que le plan formel, c'est le bleu foncé. Puis le plan so-so, là, tu sais, là, plus ou moins verbal, plus ou moins appliqué, ben il y a une zone orange qui est importante, mais c'est flottant. On peut vraiment dire qu'une entreprise sur 4 en a un plan solide, mais le reste, c'est qu'ils n'en ont pas du tout ou que c'est encore informel. Éric, c'est un problème. Bien, c'est un grand problème parce que, écoutez, comme je le mentionnais tout à l'heure, ça fait les entrepreneurs ont vécu une vie pleine et entière avec des émotions, travaillé fort. C'était tout au cœur et au centre de leur vie, la vie de la famille, etc. Et encore une fois, trop d'entrepreneurs font des gestes rapides sans qu'ils soient réfléchis. Donc, écoutez, c'est tout à fait normal. Dans toute action importante dans notre vie, on doit réfléchir, on doit se mettre en place un plan. Donc, malheureusement, encore une fois, 3 sur 4, l'ACMAT a mis en place une équipe pour aider les membres à faire leur plan de relève, qui, finalement, c'est un peu de mettre les étapes à la bonne place. Beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas comment s'y prendre. Et là, en même temps, avec la pénurie de main-d'œuvre qui percute le stress des entrepreneurs, bien, il faut mettre l'aspect humain, renforcer cette partie-là en même temps. Donc, un plan de relève, c'est mettre les bonnes étapes à la bonne place, mais surtout être dans une perspective de gestion des risques et de gérer les attentes de tous et chacun. Donc, effectivement, là, Richard, c'est très important. J'ai le goût de... on va changer de slide. Oups, on a reculé, je pense. Ouais. Bon, voilà. En sous-question, quels sont les impacts de ne pas avoir de plan de relève? Il y a des impacts financiers, mais il y a des impacts humains. Est-ce que c'est un peu la même question, mais je la reformule autrement? Bien, écoutez, le processus que l'ACMAT propose avec l'équipe qui est ici aujourd'hui, c'est de bâtir un plan, mais à l'aide d'une réflexion, je vous dirais, assez profonde sur l'ensemble des enjeux d'un plan de relève, autant les enjeux humains que les enjeux plus financiers et fiscaux.
Je vous dirais que lorsqu'on détermine un plan de relève, que ce soit votre organisation, votre entreprise, bien, on se doit de réfléchir où nous sommes en date d'aujourd'hui, où l'entreprise se situe maintenant, avec ses défis au niveau des ressources humaines, avec ses défis opérationnels, nos marges brutes, notre profitabilité, notre patrimoine, mes attentes en tant qu'être humain, la retraite que je veux faire, mes enfants, mes employés clés. Donc, c'est important, l'ACMAT propose de venir poser une photo, mais surtout identifier la faisabilité du plan de relève et l'impact de certaines décisions. Donc, l'aspect financier, une telle démarche va vous supporter à valoriser votre organisation. Si la valorisation, la valeur de votre patrimoine n'est pas suffisante, on peut établir un plan de valorisation, mais en même temps, commencer à transférer la direction, transférer les compétences et revoir une gouvernance, une prise de décision beaucoup plus collective. Donc, un plan de relève va nous amener, par entrevue, à réfléchir, à discuter de l'ensemble de ces aspects-là et de déterminer la faisabilité au niveau des rôles et responsabilités, les partages, les compétences. En même temps, avec Audrey, toute la notion de l'impact fiscal, avec Stéphane, le potentiel de financement, stratégie de financement et autres, pour arriver avec, finalement, la solution financière qui va conforter les parties au niveau de l'aspect du financement et de la fiscalité, mais aussi un plan qui va conforter nos employés clés autour de nous. Parce que ce plan-là, on va le communiquer, on va informer les gens et les nouvelles générations autour de vous, les nouveaux employés, ils sont attirés par les entreprises qui ont des plans, qui ont des cadres. Un plan de relève bien communiqué, Richard, est très mobilisant pour les ressources. J'ai goût de demander à Stéphane et à Audrey, quand, comme banquier ou comme avocate, puis on peut changer de diapositive, on a devant nous la vente d'une entreprise aux enfants plutôt qu'à un acheteur qui n'est pas de la famille. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi on traite ça différent que d'une autre transaction, Stéphane? Ben, il y a différents éléments. Le premier élément, mais c'est la charge émotive, hein? Entre vendre à ses enfants ou vendre aux employés ou vendre à l'extérieur. Mais c'est la charge émotive que le cédant va avoir à vivre dans le transfert. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est un choix que le cédant va devoir faire dans son plan, dans son processus. C'est qu'est-ce qui est le plus important pour lui, la pérennité ou la valorisation? Parce que ça amène à deux réponses différentes. Si l'objectif, c'est d'aller chercher le meilleur prix possible pour la valeur pour l'entreprise qui va être cédée, mais dans la réflexion, ça sera probablement pas la famille ou les employés qui vont apporter la meilleure valorisation. Cette valorisation-là va probablement être à l'externe. Donc, nécessairement, toutes ces réflexions-là, tous ces questionnements-là, amène à prendre des décisions différentes, puis amène à faire des choix qui vont respecter les objectifs de pérennité, de valorisation, de gestion des émotions et tout ça mis ensemble. Puis la réflexion me fait en sorte qu'on arrive à des fois un chemin, puis des fois, mais ce chemin-là, mais en cours de route, il va changer. Est-ce que tu es en train de dire que vendre à ses enfants, ça se peut qu'on vende moins cher? Oui, bien, c'est pas nécessairement le meilleur prix au marché. Vendre à ses enfants, vendre à ses employés, dans le contexte, dans le marché d'aujourd'hui, qui est très compétitif, où on a des groupes, des fonds d'équité, des groupes qui cherchent à faire des acquisitions importantes, à grossir leur réseau, c'est pas nécessairement le meilleur prix offert au marché. Mais alors, Audrey, est-ce que c'est une bonne décision d'affaires? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire la distinction entre pérennité de l'entreprise. Oui. Alors, j'ai le goût de demander à Audrey, est-ce que vendre à ses enfants, c'est une bonne affaire sur le plan strictement business? En fait, d'un point de vue fiscal, il faut savoir que les règles sont bien différentes. Si on décide de vendre, par exemple, son entreprise à ses enfants versus à un tiers là, sans lien de dépendance. Donc, c'est toutes des choses qu'on doit prendre en considération afin de s'assurer que le cédant ait le plus d'argent dans ses poches après impôt. OK, on va y arriver à ces points-là. On ouvre la porte sur plein de sujets qu'on va aborder dans un instant. Là, Stéphane, tu as aussi parlé d'émotionnel. Est-ce qu'avec un tiers, une personne étrangère qui vient acheter sa compagnie, on est moins émotionnellement engagé? Mais là arrive aussi
Éric, je pense que c'est un sujet que tu veux aborder parce que bien que comptable, tu t'intéresses énormément au côté humain des transactions. Ça me fascine parce que ça me paraît pas dans la profession, mais tu peux t'expliquer. Donc, il y a des différences à tenir compte entre les baby boomers comme moi et puis ce qui se passe dans la tête et les attentes des X et des Y et des Z quand on parle de transfert d'entreprise. C'est évident. Il faut aussi comprendre, Stéphane l'a bien dit tout à l'heure, dépendamment si on veut, la pérennité, etc. Puis le baby boomer normal au Québec va être très fier de faire un transfert interne. Effectivement. Donc, souvent, il va le faire aux dépens de peut-être quelques milliers de dollars au bout du compte, mais il ne faut pas oublier non plus le prix, la valeur de son implication en continu de notre cédant, qui va pouvoir coacher, accompagner, aider à gouverner, c'est important pour eux aussi. Puis, écoutez, le phénomène générationnel, il est déterminant. Écoutez, oui, effectivement, notre Québec a été bâti avec un Québéking, une révolution tranquille, une croissance, où les valeurs qui guidaient les entrepreneurs étaient beaucoup sur le cartésien, étaient beaucoup sur le financier. C'est un environnement de comptable, c'était plus cartésien à ce moment-là. Maintenant, il est arrivé des faits au Québec qui ont fait en sorte que il est arrivé une génération où il y avait moins d'emplois, moins de croissance, et là, on s'est distancé un peu des valeurs cartésiennes, et là, l'aspect humain est devenu important, l'aspect du collectif, les RH, etc. C'est important dans un plan de relève de prendre conscience, de se mettre dans le futur, puis profiler notre organisation, l'adapter aux nouvelles générations, qui, eux, veulent être plus impliqués, en savoir plus. Ils veulent faire partie des défis. Donc, c'est essentiel de prendre en compte, et c'est ça qu'on fait lorsqu'on fait un plan de relève, on bâtit un plan de relève, et ne pas oublier qu'il y a une nouvelle génération qui n'est pas inscrite ici, la génération post-COVID. Donc, les générations d'aujourd'hui, nos êtres humains ont pris le temps de réfléchir, ils ont eu des rencontres avec eux-mêmes, les consommateurs n'ont pas la même réaction, nos employés n'ont pas la même réaction. C'est surprenant. Donc, de bâtir un plan de relève va servir à quoi? De peut-être les impliquer différemment, les mobiliser, les informer. Donc, Richard, c'est déterminant cet aspect-là dans un plan de relève. C'est essentiel. Malheureusement, souvent, on est demandé d'intervenir dans des conflits à cet égard. Donc, au fil des années, Éric, puis ma question s'adresse aussi aux deux autres. Je sais qu'Éric, ça fait plusieurs années que tu travailles sur des dossiers de relève. La dimension psychologique, elle a pris beaucoup d'importance parce qu'il faut amener les cédants et les potentiels acheteurs à se mettre à la place de l'autre, puis pas juste regarder les chiffres froidement. C'est une série de conceptions. Lorsqu'il y a une transaction, puis Audrey, puis Stéphane pourra compléter, mais à quelque part, c'est une série c'est un peu un plan où les parties doivent faire leur pas, tous et chacun. Et écoutez, cet aspect-là est un aspect essentiel. Et c'est là que l'équipe, lorsqu'on bâtit un plan de relève, on donne la prévisibilité sur le changement des comportements, la prise de décision, etc. Mais le baby boomer, je vous dirais qu'après la COVID, là, moi, j'ai commencé en 2003 à faire le tour du terrain au Québec, dans des salles de 3 personnes, une autre fois 17, une autre fois 32, l'autre fois 4. J'avais le mandat du gouvernement parce que j'avais bâti un procédé, les meilleures pratiques d'affaires. Et ce qu'on voulait, c'était les inciter à emboîter le pas. Donc, de diminuer leur résistance pour qu'ils débutent des plans de relais. Mais ça fait pas depuis si longtemps qu'on sent un mouvement actuellement. Un mouvement post-COVID où on a une polarisation de gens avec la pénurie de main-d'œuvre, avec tout ce qui se passe dans les marchés, les changements de management. On sent présentement le baby boomer qui est plus près que jamais à passer à l'action. Oui, vas-y Stéphane. Oui, je permettrais de compléter sur ce que. Puis Éric a apporté un élément important dans ce qu'il disait tantôt. Hein, c'est aujourd'hui dans les transactions, là, on parle beaucoup du des cédants, des repreneurs, mais la COVID a effectivement amené une distinction, pas une distinction, mais un ajout dans l'équation. C'est prendre en considération les employés de l'organisation. Puis, un des éléments de risque qu'on regarde au niveau du banking présentement, quand on arrive dans un projet de financement, c'est, mais j'ai une nouvelle équipe de gestion qui va arriver, une nouvelle génération, avec une culture, une approche, une vision qui peut être différente. Puis maintenant, c'est quel va être l'impact de cette culture-là sur les employés,
l'organisation qui est en place aujourd'hui. Puis, meilleur exemple que je peux vous donner, l'avoir vécu il y a 2 semaines avec un entrepreneur, un repreneur, il me dit, je pose la question, je dis, c'est quoi la différence, le style de gestion que tu as? Il me dit, le propriétaire actuel, il dit, il est très, très, très très directif, très contrôlant, il aime être au pouvoir, puis décider de tout. Puis je dis, toi, moi, je suis plus participatif. Là, je dis, ça va être quoi l'impact sur ton équipe? Ton équipe, elle, n'est pas habituée de prendre des décisions, elle n'est pas habituée d'avoir quelqu'un qui demande à ses employés de participer. Ils vont-ils avoir le goût de participer à ton modèle de gestion? Ils vont-ils être aptes à participer à ton modèle de gestion? Puis qu'est-ce que ça pourrait avoir sur les résultats financiers de l'entreprise? Ah oui. C'est majeur, là. Ben oui, les avocats, vous êtes appelés à faire de la médiation sur le plan familial et tout ça. Donc là, ici, Audrey, est-ce qu'on est dans un sujet où si tu as devant toi un acheteur et un vendeur qui ne sont pas dans la même famille, c'est une chose, mais tu as à devenir plus médiatrice quand c'est les enfants et les parents qui sont impliqués? Ah, certainement, comme Éric l'a dit, l'aspect humain là, prend toute son importance. Les relations doivent demeurer harmonieuses, alors que dans un contexte transactionnel habituel, souvent le cédant puis l'acheteur, ils se reverront plus suite à la transaction, là, à moins qu'il y ait certaines modalités bien précises. Donc, effectivement, c'est très important. Avançons sur... Richard, oui, vas-y, Éric. Peut-être ajouter qu'on est dans un ère du deuil du clonage. Mm-hmm. Les entrepreneurs ont le deuil de ne pas avoir réussi leur clone. Mais je vous dirais que souvent les enfants sont différents des parents comme entrepreneurs. Donc, c'est pour ça qu'on recommande de faire des tests psychométriques lorsqu'on fait une démarche pour bâtir le plan de relève et de développer les gens avec des plans de développement. Donc, il y a des choses très courantes qu'on fait face à un deuil, d'un échec du clone, mais en même temps, c'est ça la vie, c'est correct. Puis ce qui est intéressant dans nos plans de relève, c'est qu'on peut impliquer d'autres personnes clés que les membres de la famille qui, à quelque part, peuvent se compléter au niveau de leur profil et leurs compétences. Oui, possiblement servir de mortier entre pour éviter le clash de culture auquel Stéphane référait. C'est super intéressant. On en a un peu parlé. Avez-vous quelque chose d'autre à dire sur le fait que on va vivre pendant au moins la prochaine décade un déclin important de la population qui est sur le marché du travail pour X, Y raison. Est-ce que ça vient compliquer encore plus les dossiers de transfert d'entreprise à la prochaine génération? Ça vient en stimuler parce que, écoutez, j'ai un téléphone par semaine d'entrepreneurs qui veulent faire la réflexion comment intégrer les employés à l'actionnariat. Donc, beaucoup d'entrepreneurs, la chienne de perdre du monde. Et là, ils s'ouvrent à l'intégration à l'actionnariat, le modèle coopératif revient. Donc, c'est très courant présentement des gens qui se servent de l'actionnariat pour retenir des talents et ça n'a pas fini, là, ça va continuer. Et nous, les banquiers, on a de plus en plus tendance à demander ou à fortement recommander d'attacher les employés clés dans les transactions. Parce qu'on sait que le nerf de la guerre, c'est le management. Fait que si on attache le management, si on perd notre management, on se met à risque comme partenaire, comme banquier. Donc, ce qu'on veut, c'est une certaine stabilité. Puis la meilleure façon d'avoir de la stabilité, c'est de s'assurer que l'équipe de gestion alentour de l'entreprise est présente. Puis dans certains cas, ça nous arrive de nous retirer de transactions parce qu'on n'est pas confortable avec le fait qu'on puisse mettre en péril l'équipe de management qui est en place. Puis en même temps, j'ajouterais que, même si on intéresse des employés, il y a quand même des considérations fiscales et légales à tenir en compte. Ouais. Notamment pour l'entreprise, il y a des risques légaux, à savoir que l'employé va devenir un actionnaire à part entière. Donc, comment on peut limiter ses droits et tout ça. Donc, c'est important d'être très minutieux au niveau de la rédaction puis de considérer les diverses options. C'est bon, ça. Ouais. On va parler d'argent maintenant. Il y a des résistances chez le cédant, des résistances budgétaire. Alors, si on lit la question ensemble, un propriétaire d'entreprise qui est prêt là, à prendre sa relève, puis qui voudrait vendre à ses enfants. Mais c'est facile à dire, mais ensuite, c'est des fois plus difficile à faire. Audrey, c'est vrai, ça existe. Là. À ce moment-là, on frappe certaines résistances quand on regarde les vrais chiffres. Là. Oui, effectivement. En réalité, il y a un projet de loi qui a permis là, depuis environ 1 an aux cédants, là, en réalité, mettons, on dit l'exemple du père, de pouvoir réclamer
son exemption sur le gain en capital, puis on va en parler plus tard dans la présentation, s'il vend ses actions, par exemple, à la société de gestion à ses enfants. Par contre, il y a quand même des règles techniques très précises, à la fois au fédéral et à la fois au provincial, puis dans certains cas, les règles ne sont pas totalement harmonisées. Donc, c'est vraiment l'importance là, de bien comprendre ces règles-là. Alors, quelques définitions, s'il te plaît, Audrey. D'abord, gel successoral. De quoi on parle? Parfait. Dictionnaire, Audrey. Donc, un gel successoral, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est qu'on va convertir toutes les actions émises et en circulation de la société en actions privilégiées pour la valeur de la société. Donc, ça veut dire que si jamais, par exemple, la société vaut 1 million, on va convertir toutes les actions pour 1 million d'actions privilégiées. Des actions privilégiées, ce sont des actions qui valent 1 million aujourd'hui puis qui vont continuer à valoir 1 million dans 10 ans. Donc, c'est là qu'on dit que la société, elle est gelée parce que toute la valeur est emprisonnée à même ses actions. Allez, un autre mot dont on va parler aujourd'hui, fiducie. En fait, j'essaie de comprendre la différence entre une fiducie et une société de gestion, entre autres. Oui, c'est une très bonne question, Richard. Une fiducie, en réalité, c'est un véhicule juridique qui a plusieurs utilités, dont, entre autres, qui peut permettre, lors de la vente de ces actions, de multiplier l'exemption sur le gain en capital par le nombre de bénéficiaires. Là, il y a d'autres concepts que ça l'amène. Je ne sais pas si ça fait partie. Non, je pense que c'est bon. Le troisième mot qui va apparaître à l'écran, c'est société de gestion. Je pense qu'on a une meilleure idée. Puis, à un moment donné, Éric, quand on se parlait de faire le webinaire, tu m'as parlé d'un drôle de mot, purification. De quoi tu veux parler? Alors, écoutez, je vous avais déjà parlé d'une idée de faire des demi-journées et des journées, hein. Avec des on a juste une heure, oui, effectivement. Audrey va continuer à parler tout à l'heure de l'exonération du gain capital. Oui, bien sûr. L'entreprise familiale et la purification, c'est de faire un traitement choc pour s'assurer que l'entrepreneur ait droit à son exonération de gain capital. Ah, bon. Il y a des règles un peu spécifiques, là. Oui, puis on va en parler. Dans l'entreprise, mais c'est un peu technique. Mais quand on fait des journées, là, le monde sont très, très, très intéressé par ces sections-là. Excellent. Alors, j'ai demandé à ma collègue de revenir à quelques slides qu'on a passés rapidement, juste avant ça. Encore une autre. Alors, Stéphane, tiens, est-ce qu'on peut contourner ces fameuses résistances du cédant sur le plan financier? Ben, tu sais, dans les résistances budgétaires, Audrey parlait de la fiscalité, mais je pense que la principale résistance budgétaire dans une transaction au départ, c'est les fonds disponibles par l'entreprise. Tu sais, j'ai beau vouloir vendre mon entreprise le matin à 1 million, j'ai le désir de la faire financer à 100% par une institution financière. Si j'ai pas suffisamment de fonds générés par l'entreprise pour être capable de rembourser la dette, mais ma résidence budgétaire, elle est là en partant. Donc maintenant, comment on peut contourner ces résistances-là? Éric en a parlé un petit peu plus tôt, c'est plutôt que de voir le transfert d'entreprise comme arrivant à un moment donné ou à une date donnée, puis on désire faire la transaction de 100% de la valorisation de l'entreprise à cette date-là. Mais pourquoi ne pas commencer à faire une intégration partielle de la famille, des employés, puis avoir un plan qui va s'étirer sur plusieurs années. Il peut s'étirer sur 2, 3, 5, 7 ans, ce plan de transaction-là, ce plan de transfert générationnel. Ce que ça va faire, c'est que ça va mettre beaucoup moins de pression sur l'organisation, sur l'entreprise. Si je suis une entreprise qui a des projets de croissance, qui a des projets de développement, mais si je mets trop de dettes sur l'entreprise pour concentrer mon activité aujourd'hui. Stéphane a tout à fait raison. Quand Audrey parlait de gel tout à l'heure, c'est un gel partiel. On parle pas du gel de Stéphane, hein? Non, c'est un autre gel. Mais c'est la beauté d'un plan de relève parce que le plan de relève peut faire en sorte qu'on peut y aller par tranche, par morceau. Et surtout, lorsque Audrey parlait du gel tout à l'heure, on peut geler, transférer nos actions ordinaires en privilégié à un moment précis et réémettre tout de suite après les actions en conservant encore une certaine participation qui correspond aux objectifs, à mes objectifs en tant qu'individu, et en respectant aussi ceux qui s'intègrent dans l'organisation pour qu'ils puissent un jour voir une fin et voir comment se développer.
Il y a un de nos membres qui nous a posé une question, c'est la prochaine diapo on va voir, et puis on a décidé de l'intégrer à la présentation. Semble-t-il que certains États sont en train de penser à l'idée de rendre obligatoire le fait de pas seulement faire son rapport d'impôt, mais aussi d'avoir un plan de relève. Avez-vous entendu parler de ça? Est-ce que vous pensez que c'est complètement fou comme idée? Est-ce qu'il est trop tard pour soumettre l'idée pour le débat des chefs de ce soir? Un plan de relève obligatoire. Nous, on l'a soumis parce que dans Raymond Chabot, dans nos représentations budgétaires, peut-être aussi dans la prochaine, mais il y a une nouveauté, Audrey, c'est qu'avec le projet de loi 208 qu'on va parler tout à l'heure, c'est la première fois qu'il exige un externe pour faire une valeur marchande et il exige un affidavit pour confirmer le transfert. On pourrait vous parler tantôt, on va vous en parler, mais c'est presque une évidence qu'un plan de relève va répondre à beaucoup d'inquiétudes des projets de loi. Mais effectivement, parce que présentement, c'est triste de voir le portefeuille de nos PME qui sont désordonnés, qui font des liquidations ordonnées, qui font des liquidations forcées. Notre produit intérieur brut québécois est généré par la PME et présentement, on ne réfléchit pas assez on ne fait pas de transition avec de l'accompagnement. C'est triste parce qu'il y a des entrepreneurs qui ne savent pas par où commencer, qui sont perturbés par les nouvelles générations, sont inquiets, peur de déplaire aux enfants. Un plan de relève va permettre de calmer vos inquiétudes et de s'assurer qu'au Québec, là, qu'on transfère des entreprises qui s'adaptent aux nouvelles générations, puis qui finalement, que l'entrepreneur pourra contribuer à quelque chose de constructif. Mais je vois tellement des cas d'échec actuellement parce qu'on a mal réfléchi aux compétences qu'on avait en place. On n'a pas nécessairement réfléchi à la capacité financière de l'organisation en protégeant les ratios. On n'a pas fait de plan stratégique adapté. Un plan de relève, là, c'est de revoir notre maison. On veut la lever d'un étage. Le sol est solide. Donc, c'est déterminant. Pour moi, je m'excite quand on parle de ça parce que je trouve que ça n'a pas de sens, ce qui se passe actuellement. Puis, tu sais, moi aussi, de ma perspective, je trouve ça souvent triste que, tu sais, moi, je suis au niveau vraiment légal, fiscal. Les gens viennent voir pour me confier la vente de leur entreprise. Puis, malheureusement, tu sais, si ça avait été bien suivi avant, bien, le cédant aurait pu sauver beaucoup, beaucoup d'argent. Puis là, bien, on arrive souvent dans des situations qu'il est trop tard, justement, cette purification-là dont Éric mentionnait n'a pas été fait. Puis, on laisse beaucoup d'argent sur la table qu'on aurait pu amener dans les poches du cédant pour qu'il puisse mieux profiter de sa retraite. Ben alors, Audrey, j'ai le goût de te poser la question. Si tu étais ministre des Finances ou de l'Économie, est-ce que tu serais séduite par l'idée de rendre obligatoire un plan de relève pour nos PME? Ça dépend parce que s'ils sont mal structurés, ça met plus d'argent dans les poches du gouvernement. Donc, je ne sais pas si c'est le… Je te dirais par contre, Audrey, écoute, là, on exige, M. Fitzgibbon met beaucoup d'initiatives au fédéral aussi pour la technologie. Hein, pour contrer notre pénurie de main-d'œuvre, être compétitif au niveau mondial. Mais j'aurais beau avoir le plus beau plan technologique, si mon management n'est pas assez solide, je n'ai pas réfléchi à ma structure, ma gouvernance, m'adapter aux nouvelles générations, c'est que je suis sur du mou. Donc, le plan de relève de notre Québéking a renforcé notre plateforme d'entrepreneurs pour aller se battre sur le marché québécois puis mondial. Excellent. On a parlé… Oui, Stéphane. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bon. En fait, on a parlé du deuil du clonage, mais moi, je te vois en double, Stéphane. Alors, oui, c'est possible. C'est extraordinaire. C'est le désavantage du web. J'ai eu une mise à jour de mon serveur au moment où en pleine conférence. C'est les désavantages. Ça arrive des fois. J'y pense tout à coup. Il y a une autre expression dont on va parler pour que tout le monde nous suive. C'est l'expression juste valeur marchande. Puis vous, les courtiers d'immeubles, les gens dans l'immobilier, vous parlez de JVM. Qui dans vous trois peut me dire c'est quoi ça, la juste valeur marchande? Puis la prochaine diapo qu'on peut regarder tout de suite, c'est quoi la différence entre la juste valeur marchande et puis ce qu'on appelle vulgairement le prix de vente? Qui peut nous aider à débroussailler tout ça? Audrey va être bonne dans le JVM. Moi, je vais parler du prix de vente, je vais laisser Audrey parler de la JVM. Parfait, merci Stéphane. En réalité, c'est que afin que le cédant puisse réclamer son exemption sur le gain en capital dont on va parler tantôt, lorsqu'il vend son entreprise, ses actions à la société de gestion de son enfant, afin de pouvoir la réclamer, il faut absolument faire un rapport d'évaluation externe
ce qui est requis par le gouvernement fédéral et que justement la disposition se fasse là, à l'intérieur de la fourchette contenue dans le rapport. Donc, c'est ce qu'on appelle la juste valeur marchande. C'est une valeur établie par souvent un évaluateur indépendant. Stéphane, le prix de vente? Bien, dans le cas d'une vente familiale, normalement, mon prix de vente va rouler aux alentours de la JVM, normalement. Okay. Si je vends à la famille, je pourrais décider, si je décide de vendre à l'externe ou que je décide de vendre à mes employés, mais là, le prix de vente, il est fonction d'un terme en finance, puis on ne l'a pas mis dans le lexique, mais on pourrait l'élaborer éventuellement. Là. On appelle ça l'aversion au risque. Si je disais tantôt que le prix d'une entreprise, sa valeur peut être différente dépendant de qui est l'acheteur, qui est l'acheteur transactionnel, mais tout est fonction de l'aversion au risque. Quel est le risque que moi je prends comme investisseur quand je fais l'acquisition de cette entreprise? Je suis un grand groupe qui possède déjà plusieurs entreprises dans le secteur. Donc, je connais cette activité, j'ai déjà une équipe de gestion en place. Mon risque est beaucoup plus faible. Je connais le marché. Je vais être capable probablement de réaliser des économies d'échelle. C'est ce qui me permet, comme acheteur, de sauter sur l'opportunité et d'offrir un meilleur prix. Éric, Audrey et moi, on décide d'un matin qu'on se lance puis on achète une entreprise, une quincaillerie demain matin, mais notre niveau de risque n'est pas le même. Tu sais, vous mettez un banquier, un comptable, une avocate qui achète une quincaillerie, mais notre niveau de risque est différent. Notre aversion au risque, donc, il va être augmenté, ce qui va faire qu'on va probablement offrir un prix moindre. Normalement, un comptable, ça ne prend pas trop de risques. Tu ne veux pas avoir ça parmi tes investisseurs. Tu l'as vu comme conseiller. Peut-être qu'Éric est un gars risqué. Écoute, moi, je prends pour acquis que les entrepreneurs ont travaillé toute leur vie à bâtir leur entreprise. Écoute, puis en même temps, la loi fiscale oblige de transiger à la valeur marchande avec les enfants. On a 75 des entreprises qui sont familiales. Mais je crois que, écoutez, on a un marché au Québec, on est capable là, de pouvoir respecter nos cédants, d'établir les justes valeurs marchandes. Et encore une fois, je le redis, il faut que l'entrepreneur ait l'intention de donner une pérennité à son équipe et leurs enfants parce que, exactement, comme Stéphane a mentionné, si on fait partie si on identifie un acheteur stratégique, il va avoir des effets de synergie, on va pouvoir avoir un montant plus élevé. Mais il faut regarder l'ensemble des facteurs. Oui, exactement. Est-ce qu'on veut continuer à s'épanouir dans le management? Est-ce qu'on veut coacher nos gens? Est-ce qu'on veut que notre famille... Donc, c'est toute une question de volonté humaine qu'il faut réfléchir lorsqu'on fait la démarche du plan de relève. Ouais. Alors, si vous voulez, on va aussi parler d'un autre terme maintenant qui est le gain en capital, parce que là, vous avez mentionné qu'on va parler d'exonération, mais un gain en capital, là, formellement, là, de quoi on parle quand on utilise cette expression qui veut prendre la POC? Audrey? Parfait, je vais prendre la POC. Essentiellement, le gain... Tu as vraiment une POC? Oui, j'ai vraiment une POC. Littéralement, le gain en capital, c'est la différence entre le prix de la vente, le prix de vente des actions et le prix originellement payé pour les petites actions. Donc, souvent, lorsqu'on est disons, une mère fondatrice de la société, ben, il va y avoir une injection de fonds minimale dans la société. Et donc, toute la plus-value au-delà de cette mise de fonds-là va être réalisée sous forme de gain en capital lorsque la mère va vendre ses actions. OK. Avançons d'une autre diapo. J'ai l'impression que c'est avec toi que je vais encore parler, Audrey. On va parler d'évitement fiscal. Parce que là, il y a des gens qui nous ont dit, là, vous voulez inciter vos entreprises à ne pas payer d'impôts, donc à ne pas être de bons citoyens, parce qu'on va parler là, dans un instant d'exonération des gains en capital, puis on veut que nos gens en profitent. Mais reculons un peu, puis d'abord, on est d'abord des citoyens, tout le monde. Avant d'être des comptables, des banquiers, des avocats, on est tous des citoyens et on ne veut pas de paradis fiscaux puis de gens qui ne payent pas leur juste part. Donc, peux-tu nous faire la différence entre... Non, plutôt, est-ce que le gouvernement a raison d'être sensible à l'évitement fiscal? Puis, tu sais, si on remonte il y a quelques années, je pense que ça s'est passé beaucoup dans le milieu agricole,
Est-ce qu'il n'y a pas eu des abus, puis des gens qui se servaient de leurs enfants, de leurs époux, de leurs épouses pour ne pas payer leur juste part fiscale? Puis à ce moment-là, on parle de quelque chose qui est péjoratif, qui est l'évitement fiscal. Puis après, on va parler d'un concept qui, je pense, est legit, qui est légal, qui est prévu dans la loi, qui est la fameuse exonération. Alors, est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on est content que le gouvernement fédéral soit sur ses gardes parce qu'il y a des gens qui essaient de tricher? Mais clairement, parce qu'on veut que chaque citoyen paye sa juste part des impôts. Donc, c'est là que si jamais il doit payer une certaine part, puis parce qu'il décide de transférer son argent aux Bermudes ou peu importe à l'extérieur qui ne les paie pas, ben c'est ce qu'on appelle de l'évitement fiscal. Puis, il n'y a personne en titre de conseiller entre nous trois qui va conseiller les gens de faire ça. C'est pas ce qu'on veut mettre en place pour nos clients. Ce qu'on veut, c'est de bénéficier des exemptions qui sont prévues par la loi, puis de s'assurer que nos clients en bénéficient afin d'avoir le plus d'argent dans leur poche. Donc, jusqu'à la loi C-208, qui a eu la sanction royale, comme on dit, parce qu'on est encore avec la reine. Ah non, on est avec le roi, mais ça reste la royauté, qui a eu la sanction, je pense, le 19 juin 2021. Jusqu'à ce moment-là, les familles étaient clairement désavantagées sur le plan fiscal parce que c'était difficile ou impossible d'obtenir cette fameuse exonération. Autrement dit, j'ai une entreprise, Audrey, je te la vends. C'était relativement facile, si j'avais un bon conseiller comme Éric, de pouvoir obtenir l'exonération sur le gain que je ferais en capital. Mais si c'était à mon fils ou à ma fille, c'était plus compliqué. Est-ce qu'en gros, c'est de ça dont on parle? Oui, exactement, Richard. Puis juste vraiment pour faire un petit pas en arrière pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, lorsqu'on parle d'exemption sur gain en capital, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'un individu réalise justement un gain en capital lors de la vente de ses actions d'une société privée. Mais essentiellement, le premier 900 000 de gain en capital est complètement exempté, exonéré d'impôts. Donc, on ne paye pas d'impôts sur ce montant-là. Puis, pour chaque dollar supplémentaire au-delà du montant de l'exemption, au taux marginal supérieur, on paye un taux d'imposition d'environ 26,6 %. Donc, c'est un montant important parce qu'une exemption, ça l'équivaut grosso modo à une économie d'impôt d'environ 240 000 $. Donc, oui, c'est là oui, vas-y, Eric. Puis, je veux juste dire qu'Audrey... Je voulais jaser avec Audrey parce qu'on est loin de la coupe aux lèvres. Là. Richard disait, écoutez, le ministre, là, oui, le 29 juin, le projet de loi a été sanctionné, mais le 19 juillet, même pas un mois plus tard, le ministre a indiqué qu'il voulait un projet de loi pour le modifier. Fait que là, tous les fiscalistes sont dans l'incertitude, tout le monde est stationné, tout le monde est gelé. Fait que ça fait des années que cette injustice fiscale-là existe. Personnellement, moi, j'ai rencontré avec un groupe, le sous-ministre fédéral à Ottawa, pour parler de tout ça, puis il parlait encore d'évitement fiscal comme dans les années 82. Écoutez, on est en 2022, où on a des enfants qui ont vieilli, qui sont prêts à prendre les rênes. Donc, moi, je suis encore une fois très émotif sur ce sujet-là parce que je considère que ça a un impact déterminant pour nos entrepreneurs du Québec. Donc même si on est loin de la coupe aux lèvres, par contre, le provincial a fait quelque chose et le fédéral s'enligne, hein, Audrey. Maintenant, il faut positionner nos plans de relève, il faut maximiser nos chances de profiter de tout ça. En fait, quand Audrey a dit 900 000, elle a arrondi parce que c'est un chiffre qui est dans la loi qui est indexé. Donc, on est rendu, si mes chiffres sont bons, à 913 630 $ et le montant de 240 000 il est de 243 505. Alors, on va essayer de décortiquer ça ensemble. Alors, d'abord, Éric, la prochaine slide nous dit c'est quoi les bonnes nouvelles qu'a apporté la nouvelle loi, même si tout n'est pas encore clair, parce que des consultations se sont déroulées jusqu'il n'y a pas longtemps. Mais qu'est-ce qu'on en comprend? Qu'est-ce qu'on peut dire en gros qui sont les bonnes nouvelles? Bien, écoutez, d'abord, c'est un signe concret. Après que le provincial ait bougé en 2016, c'est un signe concret qui va se passer quelque chose. Donc, c'est clair que mais là, les gouvernements ne sont pas tous sur la même longueur d'onde, mais la longueur d'onde, mais la bonne nouvelle, c'est que ça approche, nous l'espérons. Ils ont fini une autre consultation qui vient de terminer à la fin de l'été pour arriver avec un positionnement, nous l'espérons, très bientôt. Donc, la bonne nouvelle, bien, écoutez, c'est une cause d'un gros boulot au Québec, de plusieurs entrepreneurs qui ont retardé leur transfert d'entreprise par principe, parce que pour eux, c'est une injustice. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ça crée espoir à nos entrepreneurs familiaux qui n'ont pas encore profité ou qui n'ont pas encore
réaliser pleinement tous leurs transferts, Ouais. qui aient droit aussi, eux aussi, comme tout entrepreneur du Québec, qui aient droit à leur exonération de gain capital, comme tout le monde. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. OK. Alors, prochaine question. Comment on fait? Comment on fait pour payer le moins possible d'impôts tout en restant légal quand on décide de vendre son commerce ou son usine à ses enfants? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux peut-être lancer là-dessus beaucoup de choses. Premièrement, s'assurer d'être bien structuré. Tu sais, quand on a dit qu'un transfert d'entreprise prend au minimum de 3 à 5 ans, là, il faut s'assurer d'avoir la bonne structure en place au moins 24 mois précédant le moment de la vente. Ça, c'est une chose. Ensuite, puis Stéphane va pouvoir en parler, tu sais, pour l'enfant repreneur, on va vouloir lui incorporer une société de gestion. Pourquoi? Parce qu'essentiellement, on va vouloir lui permettre de rembourser essentiellement le montant du prêt qu'il va obtenir pour acheter les actions de son père ou de sa mère et que ce remboursement-là lui coûte moins cher d'impôts possible. Donc, Stéphane, peut-être tu veux rajouter là-dessus? Bien, la structure, c'est là qu'effectivement, la structure devient importante parce que pour nous, les banquiers, il faut savoir rapidement à qui on va prêter, quelle structure on va avoir avant puis après la transaction. Ça, c'est un élément clé. Puis de là, quand on connaît la stratégie fiscale derrière, bien pour nous, c'est plus simple d'accompagner l'entrepreneur dans sa stratégie de financement, mettre en place les bons outils qui vont permettre là, à chacune des étapes de réaliser la ou les transactions. Dans ce cas-ci, moi, je privilégie davantage toujours les transactions, donc avoir une stratégie sur quelques années. Et surtout, comprendre la mécanique vous comprendrez que quand on fait le financement d'une compagnie de gestion, mais les revenus ne sont pas dans la compagnie de gestion, hein. Les revenus sont dans la compagnie opérante. Donc, la structure, elle devient extrêmement importante parce que ça veut dire qu'il y a des dividendes ou des frais de gestion qui vont être régénérés vers les compagnies de gestion pour réaliser le paiement de ces financements-là. Et là, la mécanique, la structure corporative, la structure du groupe, la structure d'actionnariat devient extrêmement importante. Puis là, on va parler de convention d'actionnaires pour déterminer comment on répartit les dividendes entre les différents actionnaires. Puis dans ces conventions-là, il pourrait y avoir des éléments très, très, très spécifiques pour les enfants qui ont réalisé des emprunts, qui veulent être en mesure d'effectuer les remboursements de ces dettes-là. Donc là, on rentre dans le légal. On vient de passer du fiscal au bancaire, au légal, dans la même transaction, dans le même petit bout de chemin, parce qu'il faut tout attacher ça ensemble pour s'assurer que ça va tenir la route, puis qu'on ne créera pas de crise relationnelle par la suite, là. C'est drôle, mais Stéphane, j'ai l'impression que tu viens de synthétiser le pourquoi, la pertinence, en fait, qu'on s'est entouré de quelqu'un qui était du domaine du droit et de la fiscalité, de quelqu'un qui est du domaine de la comptabilité, puis aussi des rapports humains, puis de quelqu'un qui est du secteur financier et bancaire. Parce que quand on a commencé à constituer notre équipe, on s'est dit, de combien de personnes on a besoin? Parce qu'on essaie toujours de travailler avec le plus petit nombre possible, parce que c'est compliqué. Mais on est arrivé à ce trio-là, à vous, puis tu l'as exprimé à ta manière. Puis je sais qu'Éric, tu veux parler, mais je vais te montrer la prochaine slide, parce que là, j'aimerais ça qu'en tes mots, tu répondes à ça. Qu'est-ce que, Éric, qu'est-ce qu'on doit faire, mais aussi, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pour optimiser ses chances de pouvoir en profiter de cette fameuse exonération? Bon, bien écoutez, évidemment, toutes les recommandations d'Audrey et de Stéphane tout à l'heure sont tout à fait pertinentes. Ce que j'ajouterais comme élément, c'est que présentement, ils se positionnent des transferts d'entreprise actuellement où les gens risquent d'avoir des difficultés à profiter de l'exonération de gain capital quand le fédéral va prendre sa décision. Il y a lieu de mâcher de la gomme et de marcher en même temps. Il faut, dans le plan de relève, lorsque nous réfléchissons à la stratégie au plan de relève, il faut positionner notre dossier pour favoriser l'admissibilité pour l'exonération de gain capital avec la loi 208 et le provincial. Et présentement, il y a des éléments qui tombent pas mal dans les angles morts des gens. OK. Et je vais vous en soulever quelques-uns. Oui. La loi qui est sur place présentement et les règles du provincial, pour avoir ces droits-là, il y a certaines notions. Exemple, que les repreneurs, les acheteurs, vont devoir rester dans l'entreprise 5 ans plus tard.
pendant 5 ans. Donc, il faut prévoir dans la convention d'actionnaire une clause de portée hâtive pour démontrer au gouvernement qu'on a pris les mesures en soi pour ne pas être obligé de rembourser cette exonération de gain en capital plus tard. Aussi, il faut que l'entrepreneur ait été actif au cours des 24 derniers mois. J'ai reçu un client l'autre jour où le père n'est plus là, ça fait 5 ans. Fait que là, comment on rattrape ça? D'autres éléments, il faut qu'il y ait un rapport de valeur marchande qui soit fait par un expert, mais souvent, il y a des entrepreneurs qui vont y aller entre eux dans leur calcul, etc. Il faut, et là, celle-là est importante. Le salaire du cédant, après le transfert, doit être le salaire qui est admissible au calcul de la RRQ. Fait qu'écoutez, souvent, je vois des choses qui ne sont pas alignées du tout vers ça. Et ça dit également spécifiquement que le cédant qui continue à travailler après le transfert doit continuer, mais pour favoriser la bonne harmonie après le transfert. Fait qu'il y a différents petits angles morts que lorsqu'on va bâtir le plan de relève avec vous, on va s'assurer pour maximiser nos chances de se positionner lorsque, moi je dis toujours de stationner notre projet jusqu'au moment où le ministre des Finances fédérales va donner son aval. Fait que consulter des gens spécialistes pour prévoir les risques et les angles morts pour optimiser votre transaction. Cet argent-là, c'est à vous. Ah oui, alors tout à l'heure, Audrey disait qu'on parle $250 million qu'on peut sauver d'une certaine manière en impôts si on est éligible à l'exonération. Alors moi, ça me fait toujours rire quand j'ai des membres qui disent « Ouais, mais ton avocate, là, ton comptable, ton banquier, ça va me coûter combien? » Ça va coûter des milliers, des dizaines de milliers de dollars. Mais de l'autre côté, tu maximises tes chances d'économiser 240 000 $. Le calcul m'apparaît simple et puis on va travailler pour leur expliquer que ça vaut la peine de travailler avec les meilleurs que vous êtes. L'autre question qui suit, j'ai le goût de demander peut-être à Audrey, parce que Éric vient d'y faire référence, il y a des exigences qui ont été ajoutées par l'ARC, l'Agence du revenu du Canada, a posteriori, après la sanction de la loi. Et on nous parle entre autres d'une évaluation indépendante, puis on parle d'un affidavit. Est-ce que toi ou un autre peut nous parler de ce qu'il en retourne au juste? Oui, certainement. Bien, en réalité, c'est que pour que le cédant puisse bénéficier de son exemption, on a parlé tantôt du concept de juste valeur marchande, mais essentiellement, c'est qu'on requiert qu'il y ait une évaluation indépendante effectuée de la juste valeur marchande de l'entreprise et que dans la déclaration d'impôt du cédant pour l'année de la vente, qu'il annexe un affidavit signé aussi par un témoin à l'effet qu'il a bel et bien réalisé la transaction à l'intérieur de la fourchette contenue dans le rapport d'évaluation. Et donc, cet évaluateur doit-il être certifié, ce que vous appelez EEE, là, ou pas nécessairement? C'est pas requis, mais on le recommande fortement. En réalité, rendu à cette étape-là, on est mieux d'avoir un document solide, puis chacun a son expertise, un évaluateur d'entreprise agréé. Justement, c'est la bonne personne pour faire l'évaluation. Éric, tu as parlé provincial, fédéral. Aujourd'hui, en fait, on est en pleine campagne électorale au provincial. C'est la prochaine diapositive. Si tu étais, toi, tu te présentais en politique, là, qu'est-ce que seraient les arrimages que tu aimerais faire pour faciliter le transfert des entreprises à la prochaine génération? Est-ce que tu as des idées à nous partager? Puis que je suis inscrit au registre des lobbyistes. Alors, je peux prendre la POC d'Audrey puis l'amener au prochain ministre des Finances. Ah oui, ben oui. Mais écoute, Richard, tu peux téléphoner une fois par jour au ministre. J'en aurais les épiceries à te donner. D'abord, le cadre élémentaire des entrepreneurs québécois, pauvres parents qui transfèrent leurs enfants à chaque fois qu'il y a une loi, la loi 96, la loi 25. Mais somme toute, c'est des sujets qu'on te parlera plus tard. Mais si j'avais à m'entretenir, mais vous savez, c'est pas très électoral, hein? C'est pas très populiste de parler de choses comme ça, mais en même temps, votre député que vous appréciez, que vous aimez, vous êtes un entrepreneur qui est bien reconnu dans votre coin, bien, vous pouvez chauffer les oreilles un peu dans le cas d'un petit déjeuner sur certains aspects. Entre autres, malheureusement, pour votre exonération de gain capital, il vous demande de transférer tout de suite légalement le pouvoir de votre business. Ouais.
Écoute, là, c'est parce que la façon que c'est positionné présentement, puis on a peur que le fédéral fasse la même affaire, c'est qu'on ne peut pas faire de transfert progressif au Québec, au Canada. Et ça, tout est là. Hein. Stéphane l'a dit, Audrey l'a dit. Si on veut maximiser la compétence, si on veut maximiser un plan solide de l'entreprise, il faut faire ça progressivement. Et là, présentement, la façon que les articles de loi sont faits, ça va tout au contraire du bon sens. Donc, c'est oui de dire bravo, vous avez fait de quoi d'intéressant. Ça avait permis des choses, mais c'est incomplet. Donc, effectivement, il y a des choses, il y a une liste d'épicerie, mais celle-là, là, c'est la plus importante. Oui. Donc, pouvoir profiter de l'exonération, mais quand même de faire que le passage se fasse par étapes, puis sur une période de quelques mois, même de quelques années, là, si je comprends bien. C'est ça. Ouais. Est-ce que vous avez, Stéphane ou Audrey, d'autres points que vous trouvez qui mériteraient un arrimage entre les deux paliers ou sur le plan politique? Parce qu'on va être très actif, là, LACMAT, là, on l'est déjà, mais on va l'être avec le nouveau gouvernement à former. Honnêtement, Richard, il y en a tellement là, que je pourrais moi aussi faire une liste d'épicerie. Exiger le plan de relève, hein, Audrey? Effectivement. Oui, OK, c'est bon. Alors, l'une des conditions, c'est le financement. Oui ou non? Puis là, ça se peut qu'on ait un débat parce qu'il y a plusieurs façons d'éclairer le sujet. Vous savez, quand on a le droit à une exonération, à une exemption, c'est souvent parce qu'on n'a pas assez d'argent puis on veut que le gouvernement nous aide à arriver. Donc, moi, dans ma logique, je me suis dit, bien, sûrement qu'il faut qu'il y ait un pourcentage de financement bancaire parce que je veux que je démontre à la société, enfin, au gouvernement, que j'ai pas toutes les ressources pour pouvoir acheter la compagnie de mon père ou de ma mère. Alors, ça me paraissait comme bien logique que j'ai pas tout l'argent puis que j'ai besoin d'un financement. Mais qu'est-ce que dit la loi ou quelles sont vos interprétations? Puis c'est pas grave si on trouve pas la vérité exacte aujourd'hui, mais je pense que c'est important que nos gens entendent un peu votre conversation. Alors, Éric. Il y a une chose certaine, c'est que moi, personnellement, pour ce qui est du plan de financement, d'un plan de relève, vous avez travaillé toute votre vie et travaillé fort. Moi, je suis toujours pour certains principes de base. Faire se commettre un peu les enfants, puis il existe des véhicules pour les soutenir, par une mise de fonds qui peut être symbolique. Après un gel successoral, là, finalement, ça crée des facilités. Mais écoutez, avec les éléments de Stéphane, s'assurer de ne pas détériorer notre structure financière du bilan, avoir des ratios de dette équité qui se tiennent. Lorsqu'on fait le diagnostic et votre plan de relève, LACMAT, on va aller déterminer la faisabilité financière d'un financement. Combien je peux aller au financement sans mettre dans le trou mes enfants? C'est ça qu'ils veulent savoir, nos entrepreneurs. Ils ne veulent pas que les enfants puis les employés soient dans le trou. Mais ça, là, on peut aller mesurer cet aspect-là, le suivre avec vous. Mais je ne recommande pas les plans de relève où le cédant finance 100% de la transaction. C'est pas simple parce que psychologiquement, l'entrepreneur a encore les pieds dans la boîte. Il peut dire en tout temps, écoute, c'est ma business, tu ne m'as pas encore payé. Les jeunes, là, ils veulent s'assurer, ils veulent vivre une autonomie un jour. Donc, moi, je suis quelqu'un qui recommande un financement raisonnable, acceptable pour l'entreprise externe. Puis il y a des partenaires qui peuvent venir autour de la table aussi. Oui, puis il y a une autre raison derrière ça aussi, c'est que le rôle du parent, mais c'est pas le rôle de prendre le risque du banquier. Ah oui. C'est sa retraite, le parent qui cède son entreprise, puis qui cède la gestion, mais il prend tous les risques s'il finance 100% du projet, et c'est pas son rôle. Il met en péril sa retraite. Tu sais, le parent, on dit qu'on prend 3, 4, 5 ans à préparer un transfert, mais durant cette période-là, mais le parent, lui, le cédant, son travail, mais c'est de préparer l'après-transfert. Soit sa retraite, soit sa deuxième vie d'entrepreneur, parce qu'on a des entrepreneurs qui vont racheter notre entreprise puis qui vont redémarrer, ils vont avoir un autre projet de vie. Mais dans ce projet de vie-là, le prix de vente, le montant reçu de l'entreprise, il fait partie du plan de retraite. Puis si on prend tout le risque nous-mêmes, puis qu'on ne laisse pas le banquier venir prendre une place, mais on prend un risque terrible là, pour son avenir personnel. Là, j'apprends quelque chose. Là. Les banques, vous prenez des risques. Ben oui, on apprend. On prend tous les jours. On les mesure, ces risques. Ils sont padés pas mal. Audrey, veux-tu ajouter ta voix à ce dialogue, cette conversation?
Ouais, je dirais même que moi aussi, je prône au moins en partie le financement bancaire parce que, tu sais, l'enfant, il a incorporé une société de gestion. C'est dans l'objectif d'obtenir un prêt, justement, d'une institution financière. Puis comment il va rembourser ce prêt-là? Ben, c'est l'opérante qui va généralement lui verser à la société de gestion des dividendes. Encore une fois, généralement libre d'impôts. Donc, ça permet à la société de gestion de rembourser le prêt avec de l'argent imposé uniquement au taux corporatif. Puis en plus de ça, ben, les intérêts sont généralement déductibles d'impôts. Donc, encore une fois, pour toutes les raisons aussi que mes collègues ont évoquées, mais en plus pour la raison légale et fiscale, un mix au moins de financement bancaire, là, c'est souvent la bienvenue. Éric t'a dit, moi, j'irais vers un financement raisonnable. Ça représente quel pourcentage, ça? Écoutez, les ratios standards que Stéphane utilise, là, moi, ce que je dis, par contre, lorsqu'un cédant se met en position de faire sa structure de financement, il faut qu'il s'attende à avoir une balance de vente. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il s'attende de contribuer à l'effort de financement, au moins 25 %. Ça varie, évidemment. Vous êtes en pleine liberté, mais lorsqu'on voit un cédant qui mène un montant de 25 % avec certaines conditions, donc à ce moment-là, le financier va être très, très, très à l'aise. Mais on recommande c'est une notion, il y a deux ratios importants. Le ratio de la dette par rapport à ton équité, ta structure de bilan doit être en équilibre parce qu'il ne faut pas oublier, là. Oui, on va faire une transaction pour le transfert d'entreprise, mais si ta business-là va continuer à vivre, elle va devoir réinvestir dans ses infrastructures, peut-être de la technologie. Il faut y garder un levier. Donc, le levier, ben, c'est un peu les mêmes chiffres qu'on regarde lorsqu'on calcule la valeur, là. Les fonds qu'elle génère la business. Il faut se garder comme un écureuil, là, de l'espace dans la joue. Donc, il y a un ratio qu'on va déterminer lorsqu'on va faire vos calculs. Combien, selon le positionnement de l'entreprise, quelle marge de manœuvre qu'on doit se garder pour pas que je me stresse pour mes enfants quand je prends une marche le soir, puis en même temps pour m'assurer que l'entreprise puisse bien vivre sa croissance, ses investissements nécessaires, etc. Donc, un fonds autogénéré autour de 1,25, 1,30, mais ça, c'est technique, encore une fois, là, c'est trop pointu. Non, mais ce que je trouve intéressant, puis on va voir la dernière diapo ensemble à l'écran, à vous entendre, c'est l'importance de l'indépendance. Tout à l'heure, on a parlé de l'évaluateur, mais d'être accompagné d'experts, d'expertes comme vous qui sont pas des gens sur le payroll de l'entreprise, parce que dans chaque compagnie qui nous écoute présentement, il y en a un qui a sa comptabilité, il y en a un autre qui a étudié le droit, puis il y en a un autre qui a fait son HEC en finance possiblement, puis sinon, ils ont quelqu'un à leur bannière, quelques-uns, ou à leur groupement d'achat, donc à leurs fournisseurs de services, qui ont des compétences, on va dire, semblables à ce que vous avez. Mais il y a deux changements ou deux différences que je veux dire à tout le monde qui nous écoute, que Audrey, Éric et Stéphane ont, que les autres que j'ai évoqués n'ont pas, c'est leur indépendance et le fait que la relève, ils en mangent matin, midi et soir parce qu'ils en ont fait leur spécialité, leur principale raison de se rendre travailler ou de télétravailler. Pour rajouter la nuit aussi, Richard. La nuit aussi. Alors, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place. C'est une équipe qui a d'énormes connaissances, qui ont des coéquipiers aussi qui travaillent avec des grandes équipes, mais d'abord et avant tout, qui vont vous dire ce qui est dans votre intérêt comme cédant ou comme repreneur et non pas dans l'intérêt d'une autre entreprise. C'est votre entreprise qui leur tient à cœur. Alors, j'aimerais en votre nom qu'on remercie Maître Audrey Gibault de Lavery, Éric Dufour de Raymond Chabot Grant Thornton et de la Banque nationale Stéphane Bourgeois qui nous a permis de vivre en direct le mot gel puis le mot clonage tout à l'heure. Et le mot de la fin réellement, c'est je laisse à ma collègue Audrey Dagenet. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Bonjour à tous. Donc, quelle pertinence le webinaire d'aujourd'hui. Ça vient effectivement supporter la raison pour laquelle on a sélectionné les experts qui forment notre équipe de transfert à la CNAT. Donc, encore une fois, merci. En tant que directrice des partenariats, c'est d'abord à moi, en fait, qui va vous accompagner en écoutant vos besoins, vos désirs. Puis, je vais vous introduire vos experts. Je demeure inclus dans les mandats que vous me confiez du début à la fin. La première étape, comment ça se passe là, avec la CNAT, c'est vraiment de signer une entente de confidentialité qui, en fait, est là pour protéger l'information qui va être échangée entre nous durant ce mandat-là. Et ça nous permet de travailler en toute quiétude.
Donc, mes coordonnées sont présentement à l'écran. J'ai bien hâte de commencer à travailler avec vous. Et je termine en vous disant à bientôt et encore une fois, merci à tous. Et moi, pour la seule et unique fois de ma carrière, je me permets de citer Guillaume Lemaitre-Vierge. Allez voter. Au revoir. Merci. Merci tout le monde. Merci, bye. Merci mes collègues. Merci.